Les amis, bienvenue. J'espère que vous allez tous très bien. Un peu d'émotion là, parce que celle-là, on l'attend depuis un moment. Moi, je l'attends depuis un moment en tout cas. Trop content de vous la montrer enfin. J'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver. J'espère que votre début de semaine se passe au top. Aujourd'hui au programme, la Juve 2024-2025. Cette Juve de Thiago Motta. Tout ce qui est en train de se passer du côté de Turin en ce moment. Plus je regarde, plus je suis convaincu que c'est du très très sérieux et que ça va être une des histoires de 2024-2025. Pour l'instant, pourtant on a fait du gros truc. On a fait le Barça de Flick il y a 3 semaines, c'était fascinant. On a fait le Bayern de compagnie tout autant, ça a un peu bougé depuis aussi, très intéressant. Et l'OM de Roberto De Zerbi, limite l'OM de De Zerbi c'était le truc que je trouvais le plus ouf. Je me disais ça peut pas devenir plus intéressant, captivant que ça. Et bah pour moi, ce qui est en train de se passer du côté de Turin, cette Juve là, peut-être le club The One de 2024-2025. Pas forcément sur le niveau de performance qu'il va y avoir, mais l'histoire en face de nous, un vrai moment de transition pour un des grands clubs historiques de la planète foot, qui veut regrimper au sommet, qui sort d'une période si compliquée, et qui va peut-être le faire par la jeunesse, par les idées, en respectant le foot, et on va tout regarder. Aujourd'hui, on ouvre le dossier Juve en long, en large et en travers. L'évolution de la masse salariale depuis 5 ans, sa composition, à quoi pourrait ressembler la suite du mercato, tout l'effectif en profondeur, le système tactique que pourrait utiliser Thiago Motta, à quoi ça va ressembler, une analyse tactique des 2 derniers matchs que j'ai regardé bien sûr. Et on va parler aussi du travail qui est fait au niveau du recrutement par Cristiano Giuntoli, le directeur technique, par Stefano Stefanelli, le directeur du recrutement, un mercato qui est encore en train de bouger, il y a beaucoup de choses. Voilà, c'est le moment d'en parler. Et je ne suis pas expert du club, si vous êtes Juventino, vous en savez beaucoup plus que moi, ça c'est sûr, c'est clair et net. Vous connaissiez beaucoup mieux votre VK Signora que moi, mais j'ai fait mon maximum. J'ai essayé de prendre le maximum d'infos ici et là, et on va tenter de dire le moins de bêtises possible, le plus de choses intéressantes possible. Donc installez-vous bien, je pense, comme d'habitude, 30, 40, 45, je sais pas exactement combien de temps, mais un petit moment d'analyse. Et juste, je rappelle, la vidéo, elle est aussi disponible en podcast, si vous préférez format audio pour pas voir ma tête et juste m'écouter en fond, dire des choses sur la Juve, c'est possible, sur Spotify, toutes les plateformes, etc. Alors, on va commencer comme on fait d'habitude par un petit état des lieux, avant de revenir sur les éléments tactiques, la composition de l'effectif, etc. Le petit état des lieux, c'est que cette Juve, quand même, part de loin. Elle avait écrasé les années 2010, avec 9 titres consécutifs de Serie A, entre 2011 et 2020, une véritable dictature. Il y a un titre dans le lot en 2013-2014 à 102 points, 33 victoires sur 38 matchs, 3 nuls, 2 défaites. Une véritable démonstration de force. Il y a 4 titres qui sont à plus de 90 points entre 2015 et 2019, 91, 95, 90, en plus de celui à 102. On a quoi dans le lot 2 finales de Ligue des Champions, bien sûr, 2015 contre le Barça, 2017 contre le Real Madrid. Pour moi, cette Juve, c'est aussi la Juve de Tevez, un de mes joueurs préférés de tous les temps. J'avais fait cette vidéo sur lui, tellement sous-coté. Quel kiff Carlitos. Et ouais, c'est un milieu magnifique, à une époque aussi. Pirlo, Pogba, Vidal, Marquisio, magnifique. Sous Tevez, quelle incroyable équipe. Un des immenses clubs absolument de la planète foot, qui nous a offert aussi en 2016 quand il arrive Paolo Dybala en provenance de Palerme, j'étais tellement en kiff là-dessus, la fameuse, l'autre BBC, Barzagli, Bonucci, Chiellini, avec Buffon aussi, magnifique. Mais depuis quelques temps, après ces 9 titres donc d'affilée, 4 saisons consécutives sans être champion d'Italie. Incroyable pour la Juve. Même pas de Champions League disputée l'année dernière, pas de participation à une compétition européenne, parce qu'ils ont fini 7ème en 2022-2023. 4, 4, 7, 3, après 9 années d'affilée en finissant à la première place. Cette 7ème place, ouais, c'est aussi parce qu'il y a eu un retrait de points, 10 points finalement, 3 matchs avant la fin. C'était 15, ça a été annulé, et finalement c'était quand même rétabli à 10. Ça leur a coûté le podium, parce que sinon ils y étaient. Mais bon, un vrai moment de difficulté pour un des immenses clubs du continent, qui pourtant, aujourd'hui, quand on regarde le coefficient UEFA, du coup, la Juve est seulement 23e. C'est, à la 23e place ici, le 6e club italien de cette hiérarchie. On a l'Atalanta, Naples et Milan qui sont devant, l'Inter bien sûr, et la Roma aussi. Hop, juste là à la 5e place. Ouais, c'est
ça a changé. Le football, il a changé. Et peut-être encore plus important, cette Juve a perdu sur les dernières années de son lustre, de son attractivité. Elle n'est plus séduisante, cette vieille dame. Allegri out, 3 années extrêmement compliquées dans le jeu. Rarement cette Juve moderne aurait été aussi terne. On regarde même au-delà des classements, certains avec ces points qui ont coûté cher. Mais regardez sur les 3 dernières saisons, 57 buts marqués, 56, 54, 3 saisons d'affilée sous la barre des 60 buts. La saison dernière, 14 matchs nuls sur 38 journées. Ouais, ça a été difficile. Et donc, il a été viré, Allegri remplacé par Thiago Motta en tout début de cet été donc. Et c'est un jeune Thiago Motta qui a à peine 3 saisons d'entraîneur en poche, mais qui a la tête d'un Bologne extrêmement séduisant l'année passée, a repris les rênes, et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça se passe bien. Pour l'instant, 2 matchs de Serie A, 2 victoires, 2 fois 3-0, 6 matchs, 6 buts marqués, aucun encaissé. Ils sont seuls en tête, l'Inter est à 4 derrière. Et j'ai vu les 2 matchs, il y a beaucoup de choses à décrypter sur ces victoires contre Côme, contre les Las Vérone. On va le faire, on va parler de cette Juve qui a changé de visage avec, regardez, la contre-pression dans le camp adverse. C'est pas des images qu'on voyait sous Allegri. C'est vraiment une équipe différente. La récupération est derrière Thiago Motta qui félicite son groupe. Il y a beaucoup de choses à dire et on va y venir. Mais on peut commencer d'abord par les départs. Le mercato est pas tout à fait fini, mais c'est une Juve qui a énormément dégraissé, qui a vendu des Mathias Soulé par exemple pour à peu près 25 millions, Dean Huijsen 15, Samuel Ealing Jr 14, Moïse Kean qui a été vendu définitivement 13, etc. Mais moi ce qui m'intéresse peut-être le plus, c'est les historiques, on va dire les dinosaures, les anciens qui ont été sortis. Alexandro, 33 ans, fin de contrat, transféré libre à Flamengo. Tout en bas ici, j'ai Szczesny, 34 ans, sans club, libre aussi, fin de contrat. Et Rabiot, 29 ans, partie libre, fin de contrat 2025. C'est important parce que quand on regarde niveau salarial, Szczesny, Alexandro, c'était 2 des 3 salaires les plus élevés de la Juve, 12 millions et 11 millions respectivement. Rabiot, il est là aussi tout de suite en bas, à 6. 3 des 6 salaires les plus élevés de la Juve sont partis cet été. Il y a seulement Vlahovic qui est devant, à quasiment 13 millions d'euros, alors que mon Bianconero préféré, et miaule un petit peu dans le bureau. Et voilà, ça c'est la situation salariale qui a énormément changé sur le mercato estival. Alors ça a permis de faire de grosses acquisitions. La Juve a été extrêmement ambitieuse sur ce mercato. Douglas Luiz qui a été acheté à Aston Villa pour 51 millions d'euros, Kefren Thuram une vingtaine, on a Juan Cabal 13, Nico Gonzalez pour l'instant c'est un prêt mais à la fin ça deviendra une acquisition à quasiment une quarantaine de millions d'euros. On va reparler très vite de Francisco Conceição, il y a Di Gregorio le gardien qui était pris, Kalulu et d'autres qui arrivent peut-être. Tout ça, ça représente quasiment 5-6 titulaires potentiels et une équipe totalement remaniée. C'est pas fini parce que comme on a dit, Conceição, il a été annoncé tout à l'heure, ça c'est son arrivée à Turin, je crois que c'était hier, mais la vidéo de présentation là, elle est sortie il y a pile 1 heure, donc j'ai regardé cette première là. Voilà, il est arrivé, il a signé son contrat. C'est une structure un peu bizarre parce que donc un prêt payant de 7 millions plus 3 potentiels de bonus, on va dire un prêt payant de 10, sans option d'achat. Mais en fait, quand on va creuser un petit peu sur le truc, c'est qu'il y a une clause libératoire pour Francisco Conceição à Porto la saison prochaine, qui est entre 30 et 45 millions si je me souviens bien. Et sur cette clause libératoire, la Juve aura une priorité. Donc en gros, pour moi, ça ressemble à un prêt payant de 10 millions, ce qui inclut d'ailleurs son salaire, qui est genre 4, 4,5, un truc comme ça. Et après, donc, une option d'achat de 30 ou 45 en saison prochaine. Si ça se passe bien, ce qui du coup, je trouve, est une structure pas trop inintéressante, ça permet de limiter un peu le risque. Pas trop un mauvais deal pour la Juve, et un joueur que j'adore, bien sûr, le génial petit dribbleur de Porto, dont on a beaucoup parlé dans Eurotour saison dernière. Il est arrivé à Turin, ça a été officialisé. Il y a aussi sur les gros moves, et ça aussi c'est sorti à 1 heure à peine, non c'était ce matin, 10h47, Coupe Miners, Here We Go, de Romano, 52 plus 7, c'est quasiment officiel, la visite médicale arrive, c'était le gros dossier de l'été pour la Juve, donc Coupe Miners et Conceição, quasiment bouclé. J'entends aussi parler un petit peu d'Arnaud Kalimuendo comme doublure de Vlahovic, renforcer un petit peu le poste de 9. Ça, c'est un truc qui émerge, il reste quelques jours sur le mercato, donc ça pourrait encore arriver. J'entends parler parfois de Jadon Sancho. Il y a un jour, la Juve ne lâche pas Sancho, la Juve s'entretient avec United, il faut qu'il trouve une porte de sortie, je crois qu'il a supprimé tout
les photos de ses réseaux sociaux où il apparaît avec le maillot d'United, machin, il reste quelques jours à peine. Donc ouais, peut-être Sancho à la Juve, même si c'est pas le truc le plus probable, ça pourrait arriver. Il y a aussi bien sûr l'affaire Chiesa que la Juve veut dégager, ça parle justement de Liverpool, le Barça aussi. Donc ça, c'est encore un travail en cours, les grands travaux sont visibles, et ils sont pas finis. Enfin peut-être un truc préambulaire, ce qu'on peut dire, sur Motta, la Juve a vraiment changé de visage avec Thiago Motta, et cette vieille dame a fait une véritable cure de jouvence. La saison passée, si on regarde là, l'âge moyen de la Juve en 2023-2024, 26,5 ans, c'était le 10e total, le plus... Hop. C'était le 11e total, pardon, le plus jeune de Serie A, donc dans la moitié de tableau, on va dire un petit peu plus âgé, mais à peu près au milieu. Cette année, sur les 2 premiers matchs pour l'instant, la Juve est la 2e équipe la plus jeune de Serie A. Il y a juste Parme qui est un poil plus jeune, 24,2 ans pour la Juve en 2024-2025, 24,2 versus 26,5 saison dernière. Comme on a dit, le fait de sortir Alexandro, le fait de sortir Szczesny, même un Rabiot dans une certaine mesure, et de faire autant confiance à des petits gamins de la Next Gen, de la Juve Next Gen, l'équipe réserve qui joue en Série C. On va aussi parler de tous les gamins qu'il y a ici qui sont très très intéressants. Voilà, c'est ça l'idée aussi derrière le nouvel effectif de Thiago Motta. Alors tactiquement, ce que j'ai vu pour l'instant, c'est pas extrêmement clair. Parce que par exemple, contre Com, avec ballon, ça pratique le 3-2-5, le système qu'on voit de partout. Khéphren Thuram donc était titulaire au milieu aux côtés de Locatelli, et on le voit ici, 3 défenseurs reculés, Bremer, Gatti, et il me semble que c'était Juan Cabal qui était là, ouais, parce que il est là-bas ici, Samuel Mangula, on va pas en parler, et Thuram Locatelli là, 3-2-5, contre Vérone, hier soir, 4-2-4, avec 4 défenseurs ici, et le duo là, Fagioli aux côtés de Locatelli. Donc plusieurs choses qui sont possibles. Franchement, cette équipe, elle est extrêmement polyvalente. On va le voir notamment sur ce qui se fait sur 6 mètres. Il n'y a pas encore beaucoup de certitude. Ce qu'on sait, c'est que Motta veut que la Juve soit agressive sans ballon. J'ai vu des phases comme ça où quand la Juve était un petit peu repliée contre Com, début de match, c'est cette Com de Fabregas, elle essayait de faire des choses avec ballon un peu plus osées. La Juve était un petit peu plus basse. On voit Motta qui dit tout de suite non, il faut être plus agressif. Qu'est-ce qu'on fait, les gars? Pourquoi on est aussi bas? Sur la contre-pression à l'inverse, en seconde période, c'était beaucoup plus proactif et agressif. Récupération haute de Khéphren Thuram. Et ça, Thiago Motta, il a adoré. La Juve a failli marquer un 3e but au bout de cette action. Donc, on va parler de ce qui se passe sur la phase de construction. Mais ça, c'est un petit peu pour situer les premiers changements que j'ai observés sur ces 2 premiers matchs. Parlons un peu de l'effectif. On fait l'effectif ligne par ligne comme on a l'habitude de le faire. Et avec les défis peut-être de chaque ligne. D'abord, poste de gardien, un véritable changement d'air. Szczesny qui sort, qui était un des piliers de la Juve depuis si longtemps maintenant, remplacé donc par Michele Di Gregorio, qui a été élu meilleur gardien de Serie A la saison dernière avec Monza. Il est juste ici. Pour l'instant, n'a pas trop eu l'opportunité de se mettre en valeur, mais voilà, c'est un vrai changement, 27 ans, il vient d'avoir ses 27 ans. Di Gregorio, toujours pas international, mais un gardien qui a montré de très très belles choses saison dernière avec Monza, donc je crois 14 clean sheets, même c'est une stat tout à fait impertinente pour parler des gardiens. Comme on le voit, sa cote a explosé, c'est le nouveau gardien de la Juve. On va en voir un petit peu plus, et sinon derrière, comme backup, Mattia Perin et Stefano Gori, Carlo Pinsoglio, qu'on ne devrait pas trop voir. Le poste, il est pour Michele Di Gregorio, à 27 ans, qui entre dans son prime. Ça, c'est le poste de gardien. Les défenseurs centraux. L'idée pour moi, trouver la bonne paire et savoir résister à la pression, être fort sur la phase de build-up. Pour cette Juve de Motta, c'est clairement essentiel. En ce sens, je pense que Gleison Bremer, défenseur central gauche, c'est vraiment pas mal, une bonne base sur laquelle construire. Très bon central qui a été élu dans l'équipe type de la saison. Après, c'est l'équipe type FIFA, mais bon, apparemment, c'est une distinction importante en Serie A. Il y a genre 15-16 joueurs qui sont nommés. Et il y est depuis 3 ans. C'était bien passé pour lui et Torino. Après, il a signé à la Juve, je crois qu'il est là depuis sa 3e saison maintenant. Et bon, il y est depuis 3 ans. J'ai vu des choses contre Com, où il y a Juan Cabal là qui perd un ballon
sur une tentative de relance face à la pression de Com. Et je me dis, ouais, est-ce que cette Juve a vraiment les armes pour s'en sortir avec du jeu depuis des positions basses? Et c'est là que Bremer, genre 40 secondes plus tard, sort cette passe-là. Et sa qualité de pied est une très très bonne arme pour Mota. Je le vois aussi contre Vérone là prendre des initiatives. Ok, le corps ouvert. Il voit qu'il y a un Fagioli à aller trouver une ligne plus haut. Là, hop, il le serre. Super ballon. Et la Juve peut accélérer. Donc ce genre de choses, ouais, ça c'est... D'ailleurs cette passe, il va pas réussir à la couper. Mais ça, c'est ce que Bremer peut apporter. Ces passes osées là. On va parler un petit peu de son compère Gatti aussi, qui ressemble au deuxième central pour l'instant. On va voir si ça reste le cas. Mais il est le nouveau capitaine de Thiago Motta quand il est sorti. Donc il a porté le brassard 2 fois. Les 2 premiers matchs, quand il est sorti, il l'a donné à Danilo, son remplaçant, qui est le capitaine depuis un moment de la Juve. Mais voilà, Gatti, Bremer, ça ressemble à la charnière centrale. Gatti qui a 26 ans. Danilo, sa situation est un peu complexe. Lui, c'est le capitaine historique, mais pour l'instant, il a joué que 5 petites minutes quand il est entré là, dernier match. C'est le 5e, 8e salaire le plus élevé du club. Si on regarde, hop, en 2024-2025, les salaires de la Juve, il est ici Danilo. Et donc si on enlève Szczesny qui n'a pas encore été enlevé, si on enlève Chiesa qui sans doute va partir, et peut-être Arthur Melo aussi, on va dire sur les joueurs, je sais pas si Arthur va partir, mais on va en discuter. Mais ouais, Danilo en tout cas il est là à 5 millions annuels. Et le truc c'est que son contrat expire dans un an, en 2025. Je crois que c'est ça la situation actuelle avec Danilo, qui est pas trop utilisé par Motta, parce qu'il a une clause, si mes calculs sont bons, il a une clause qui fait que si il joue plus de 50% des matchs cette saison, il est automatiquement prolongé pour une saison de plus en 2026. Donc je crois que Motta et la Juve se donnent un petit peu de flexibilité par rapport à lui. Mais c'est pour ça qu'en ce moment, il joue pas trop. Il a supprimé ses réseaux l'autre jour, je crois. Donc une situation pas évidente à vivre. Mais sa polyvalence pourrait être utile. C'est un gars qui, avec la Juve la saison dernière, jouait central. La saison d'avant, beaucoup plus défenseur droit. Donc ça pourrait être très utile. C'est le capitaine, donc il a un rôle important. Après, ouais, à 33 ans, c'est vrai, il n'est pas vraiment l'avenir de la Juve. Et quand il est entré, donc hier, c'était à la place de Gatti, ce qui veut dire que pour moi, Motta le voit plus comme un défenseur central qu'un défenseur droit. Et celui qui pourrait prendre son poste en tant que défenseur central droit, en tant que défenseur droit, ou en tant que gars qui peut jouer les deux et qui bouche les trous, eh ben c'est une nouvelle recrue. Donc c'est pour ça qu'à mon avis, Danilo est rétrograde assez clairement derrière Pierre Kalulu, qui est arrivé donc, et lui c'est défenseur central qui pourrait d'ailleurs former la paire aux côtés de Bremer. On va voir quelle sera la paire finalement choisie par Motta, qui peut être aussi défenseur droit. On sait qu'il peut occuper ce rôle, où il peut être un petit peu entre les deux, dépanné. Mais l'autre jour, là, quand il est entré aussi, Kalulu à un quart d'heure de la fin, et il était le latéral droit. Et Danilo était le défenseur central droit. Donc voilà, c'est comme ça que, pour l'instant, Motta voit cette partie-là de son effectif. Ce qui est sûr, c'est que je trouve, t'as 3 gars là, au moins, tout à fait pertinents, intéressants. Et Danilo en potentiel backup, c'est pas un secteur défensif, même pas top 10 Europe pour l'instant, mais ouais, solide, et qui peut montrer des choses très très intéressantes. Il y en a 2 qui, à mon avis, devraient partir. Thiago Giallo, j'entends parler, il est recruté l'hiver dernier seulement, donc après 6 mois. Mais peut-être c'était plus une envie d'Allegri, peut-être que Motta ne se voit pas trop l'utiliser. Je crois qu'on entend parler de la Roma, de Al Nasser, de trucs comme ça. Peut-être pas la Roma, parce que je crois que Kevin Danso va y aller finalement. Mais bon, je sais pas si Giallo a un grand avenir à la Juve. Et Facundo González aussi, apparemment lui, un jeune qui revient de près de la Samp, si je me souviens bien, qui devrait filer du côté du Feyenoord. Ça aussi, je crois que c'est un truc de ce matin. Mais donc voilà, juste pour dire, cet effectif-là, il est en train de bouger un petit peu aussi du côté des défenseurs. Mais Gleison Bremer, Pierre Kalulu, Federico Gatti, ça c'est les 3. Ça nous met aussi sur la piste que la Juve va pas jouer à 3 défenseurs. Ce sera effectivement du 4-2-3-1 ou du 4-1-4-1, du 4-3-3. Mais sans doute une ligne de 4. Et derrière, peut-être des minutes pour Danilo et un Thiago Giallo s'il reste. Mais pour l'instant, c'est à ça que ça ressemble s'il n'y a pas d'acquisition supplémentaire côté défenseurs centraux.
Ok pour cette partie-là de l'effectif. Il y a les défenseurs latéraux maintenant. Pour moi, la question ici, pour la Juve, c'est est-ce qu'on va vivre une éclosion ou une révélation d'un de ces noms? Notre football européen qui s'enrichirait de nouvelles pépites sur ses postes. Parce que c'est en partie là que la Juve est la plus jeune. Je vois à droite Andrea Cambiasso, qui est ce gars, c'est la polyvalence ultime. Il est ici. Donc même Transfermarkt le met en tant qu'arrière gauche parce qu'il est pleinement ambidextre. Hop. Il a joué l'autre jour, pour l'instant, sous Mota en tant que milieu offensif droit dans le 4-2-3-1, avec la blessure de Timothy Weah. Mais le match précédent contre Com, il était le latéral droit. Il a même marqué un but. Voilà, ça c'est Andrea Cambiasso. Ça c'est un très très beau nom à mettre sur ta ligne de 4. Et je pense qu'il part pour être le latéral droit titulaire de Thiago Motta. Avec tous les ailiers qui arrivent là en plus, je pense pas qu'on le reverra beaucoup une ligne plus haut. Je pense que voilà, Cambiasso, Gatti, Bremer, ou Cambiasso, Kalulu, Bremer, un truc comme ça. C'est pour l'instant à quoi ressemble la ligne. Derrière lui, le petit Nicolo Savona, qui a la Juve depuis ses 8 ans, qui a marqué l'autre jour. Je vous montre un petit peu son visage. Hop, 21 ans donc, arrive depuis la Juve Next Gen. Pour l'instant, il est évalué à 200 000 € Transfermarkt. Et donc ouais, 1m92 pour un arrière droit. Et il a marqué un but de la tête, justement, contre Vérone, on va en reparler. Mais ouais, ça c'est sans doute la doublure. Et c'est intéressant, je trouve. Cambiasso, Savona, ok. Est-ce qu'un de ces noms va... Cambiasso, on le connaît depuis un peu plus longtemps, il a 24 ans, mais véritablement percé, avec l'exposition de la Champions League, etc. Je sais pas, comme un Di Marco a pu le faire à un moment avec l'Inter en Ligue des Champions, machin. Peut-être un petit peu de ça. Derrière, je pense pas que ce sera le cas, par contre, pour Mattia De Sciglio, qui devrait rester, mais je pense qu'il y a fin de contrat 2025 ou 2026. C'est juste parce que personne va vouloir le prendre. Mais ouais, de Sciglio, ok, il est là, il devrait même pas régulièrement, je pense, être sur le banc. Mais il fait encore partie de l'effectif. Son salaire, c'est pas le plus élevé non plus. Où est-ce qu'il est, Mattia De Sciglio, là 2,7, quasiment 2,8 millions annuels. Mais bon, mine de rien, c'est quand même un peu plus qu'un Gatti, par exemple. Même somme que Fagioli, que Juan Cabal qui vient d'arriver. Plus élevé, donc voilà à quoi ça ressemble sur ce poste de défenseur droit. Mais je pense, ouais, Cambiasso et Savona en doublure. Pour l'instant, ça ressemble à ça, avec potentiellement aussi Kalulu, Danilo qui peuvent dépanner. C'est aussi la raison pour laquelle on pourrait voir Cambiasso à gauche. Alors si on regarde un petit peu les chiffres d'Andrea Cambiasso, là où il a joué sur les dernières saisons, c'est ça qui montre sa polyvalence extrême, non seulement le fait qu'il soit ambidextre, mais regardez, ça dit beaucoup de choses. Milieu droit, 47 matchs. Milieu central, 45 matchs. Milieu gauche, 43 matchs. Donc beaucoup en tant que piston des deux côtés. Arrière gauche, 39 matchs. Arrière droit, 24 matchs. Je pense qu'il peut jouer vraiment dans toutes les positions. Et c'est pour ça aussi qu'on pourrait le retrouver à gauche. Maintenant, le fait d'avoir pris Juan Cabal, le petit défenseur colombien, enfin pas particulièrement petit, mais la nouvelle acquisition de cet été. Où est-ce qu'il est, Juan Cabal, ici, qui est arrivé en provenance de l'Hellas Vérone, si je me souviens bien, justement, qu'ils ont affronté hier. Ah, c'est ça. Pour 12-13 millions. Juan Cabal, hop, j'imagine, 1m86, j'imagine que c'est le latéral gauche titulaire de Mota. En tout cas, pour l'instant, ça l'est. Il l'a été sur les 2 premiers matchs. Et ouais, j'ai bien aimé ce que j'ai vu pour l'instant. Il est très explosif, très direct. Assez brut techniquement, il est ici. Je sais pas si c'est vraiment le latéral gauche long terme de la Juve, mais il devrait avoir pas mal de temps de jeu cette saison. Je pense qu'on peut dire les choses comme ça. Et c'est intéressant d'ailleurs sur ce 4-2-4 là que j'ai vu contre Vérone. Il a une position assez fluide. Sur la phase de relance par exemple, on voit donc là Gatti aux côtés de Bremer. Hop, quand ça joue côté gauche, de Gatti à Bremer, qui a maintenant le ballon, j'ai vu des choses comme par exemple Fagioli qui rentre à l'intérieur, qui se décale à l'extérieur, comme ça. Et il est ici, Cabal, lui rentre à l'intérieur. Des rotations comme ça, des mouvements un peu triangles, ce qui fait que tu as des petites supériorités numériques dans le demi-espace gauche. Quand ça s'appuie, encore une fois, sur Locatelli, on va beaucoup parler de Locatelli aussi, hop, Cabal est trouvé au bout de cette action, et maintenant il est dos au but, face au but. Et maintenant il peut aller attaquer l'espace, et ça va jouer là, comme ça. Et c'est hyper dangereux. Très très beau mouvement. Mais voilà, c'est pour ça la position de Cabal, elle bouge aussi pas mal. Et pour l'instant, je trouve que c'est plutôt intéressant, comme j'ai dit, un peu limité techniquement.
Mais ouais, ça peut être un bon joueur de complément, peut-être un joueur un petit peu bouche-trou en attendant saison prochaine de faire encore une plus grosse prise, ou peut-être Cambiasso va définitivement prendre ce rôle si un Savona explose en tant que latéral droit, un truc comme ça. Mais ouais, pour l'instant ça ressemble à ça. Et j'ai vu aussi hier Jonas Rui qui a fait son début professionnel, mais on parle un petit peu, si je vous le montre là, ici, le Suédois marocain de 20 ans. Il est entré à quelques minutes de la fin, mais on parle un peu d'un prêt à Monza pour lui, donc je ne sais pas s'il va rester. S'il ne restait pas d'aventure, c'est vrai que sur le poste de latéral gauche, du coup, c'est un petit peu plus limité. Tu n'aurais que Cabal potentiellement, et du coup, peut-être Cambiasso serait beaucoup plus amené à jouer là. Mais c'est à ça que ça ressemble sur ce secteur défensif de la Juve. Au milieu, l'idée pour moi là, elle est claire. Une refonte totale et créer un des meilleurs milieux d'Europe. En ce sens, la Juve a énormément avancé sur ce mercato estival. Parce que ouais, il y a des choses comme Pogba, suspension pour dopage jusqu'en 2027, si c'est pas résolu, ok, ça c'est fini. Arthur Melo, qui sort de 2 prêts consécutifs, c'est toute cette affaire de comptabilité là avec le Barça, l'échange avec Pjanic, des sommes vendues 50 millions, machin. Bon, ça a jamais trop marché. Il a fait 2 prêts consécutifs à Liverpool, à la Fio la saison passée. S'il reste comme on l'a montré, Arthur, ce serait le 4e salaire le plus élevé du club, derrière Chiesa et Chesney qui sont partis. Il n'y aurait que Vlahovic, Bremer et Douglas Luiz devant lui. Il coûte 6,4 millions annuels, Arthur, donc difficile de lui trouver une porte de sortie. Et son contrat expire en 2026. Il y a encore 2 années d'Arthur potentiel. Mais voilà, ça c'est pas le futur de la Juve de Motta. Un gars qui pourrait être le futur de la Juve de Motta par contre, et une vraie renaissance, je trouve ça hyper intéressant, Manuel Locatelli. Il est arrivé à la Juve en même temps qu'Allegri, 2021, et Locatelli, dans une équipe qui est pas forte avec ballon, qui est pas dominante en possession, je vois pas du tout l'intérêt. Par contre, un Locatelli dans le même rôle qu'il avait dans le Sassuolo de Roberto De Zerbi, dans l'Italie de Mancini à l'Euro 2021 aussi où il était top, ça c'est un Locatelli très intéressant. J'avais son maître Sassuolo, super joueur je trouve à son max niveau. Et contre Vérone hier, j'ai vu le chiffre, hop, si je peux vous le ressortir. Contre Vérone, regardez le nombre de ballons touchés ici et là, Locatelli, 113, c'était le record du match. Et c'est le plus haut total de ballons touchés par Locatelli depuis 3 ans. Depuis un match à Sassuolo sous De Zerbi. Il n'en avait jamais touché autant à la Juve. On rappelle, il est arrivé en même temps qu'Allegri. Et la saison dernière, par exemple, sous Allegri, sa moyenne de ballons touchés par match, c'était 58. 58 ballons touchés par match. Hier, déjà 113. Son rôle va être totalement différent sous Motta. Et j'ai vu des choses déjà, comme par exemple quand il est touché ici en tant que meneur de jeu reculé, pointe basse, tout de suite, regardez vers l'avant, du jeu progressif, aller casser 2 lignes, et hop, la Juve saute la pression. Magnifique. Je l'ai vu faire des choses, par exemple, ça c'est le but du 1-0, ça vient d'une récupération haute de Locatelli. Locatelli, derrière Vlahovic va aller marquer sur une passe de Yildiz. Locatelli sous Motta, je pense que c'est quelque chose de totalement différent qu'on va avoir devant nous. Et aujourd'hui, je le mettrai titulaire pour toute la saison, quoi. Je pense que c'est le premier nom que je mettrai au milieu de terrain. Et c'est fou de dire ça, parce que c'est quand même une Juve qui a fait d'énormes acquisitions dans cette zone. Mais on va y venir. Ok, donc pour l'instant, j'ai Locatelli dans mon 4-2-3-1. Locatelli, là, la situation qu'on est en train de décrire, c'est l'inverse de celle de Weston McKennie, qui est en vrai, à 26 ans, même âge, pas un mauvais joueur. Weston McKennie, je pense, c'est limite un des meilleurs de la saison passée, soit Allegri. Où est-ce qu'il est? Ici. J'ai mis 25, mais il a 26 demain, c'est pour ça, comme Motta d'ailleurs. Mais le fait qu'ils partagent leur anniversaire, je sais pas si ça va particulièrement le redorer ou rehausser sa cote aux yeux de Motta, parce que je pense qu'il est juste pas fait pour le Motta Ball. Je crois que dans la hiérarchie des milieux, il sera vraiment bien en dessous. Techniquement, c'est pas hyper intéressant, il n'y a pas de grandes facultés pour faire le jeu. Un joueur de combat, un joueur qui triche pas, plutôt un bon joueur pour une équipe qui est avant tout combative au milieu et peut-être défensive. Mais ouais, pour Motta,
pas hyper important. Il a prolongé jusqu'en 2026, peut-être pour un peu mieux le vendre. Mais je l'imagine pas avoir un temps de jeu particulièrement significatif. Après, la Juve est engagée dans toutes les compétitions, il va y avoir beaucoup de matchs. Mais je pense qu'il part derrière les autres. Et les autres, c'est donc Fagioli, de retour après 8 mois de suspension pour avoir parié. C'est un des espoirs du foot italien à 23 ans. Je peux vous le montrer ici. Nicolo Fagioli, là, évalué à 20 millions sur Transfermarkt, milieu italien d'1m78. Il a joué 7 euros, il revenait, c'était limite les premiers matchs qu'il jouait depuis sa suspension. Voilà, à un moment, il était coté à 35, ça a bien baissé après son affaire. Maintenant, il revient, et Motta l'a fait jouer l'autre jour, hop, où je l'ai vu assez actif. Beaucoup d'agressivité, pas mal. Ça, c'est un Fagioli intéressant. Ça, c'est un Fagioli qui peut rendre de vrais services. Et son niveau est un peu coup-ci, coup-ça, ça dépend par moment. Mais en tout cas, un bel espoir qui peut être dans la veine d'un Cambiasso, d'autres, peut tirer le foot italien par le haut et montrer des choses intéressantes sur ce milieu de terrain. Je pense qu'il est peut-être le 4e central dans la rotation sur ce tandem du milieu de terrain, parce que je le mettrais derrière Khéphren Thuram, qui, pour moi, devrait être le titulaire aux côtés de Locatelli. Et sans doute que Douglas Luiz est devant Fagioli, mais pour l'instant, peut-être derrière Thuram et Locatelli. J'ai trouvé que ces deux entrées-là sur les 2 premiers matchs, pourtant sur le papier, je suis très fan. Je l'ai mis dans mes transferts les plus intéressants de l'été, l'autre jour quand j'ai fait la vidéo. Et les 2 entrées, je les ai trouvées pas extraordinaires. Genre des trucs sympas, d'autres, des pertes de balles un peu dangereuses, pas tout à fait dans le ton techniquement. Il faudra voir Douglas Luiz au fur et à mesure de la saison. Je pense à un Douglas Luiz à son top niveau. Pas comme la saison dernière à Aston Villa, mais plus comme celle d'avant. Un Douglas Luiz à son top niveau, ça peut être très 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 fort. C'est pas pour rien qu'ils l'ont acheté quasiment une 50aine de millions. Mais ouais, où est-ce qu'il est, Douglas Luiz? Juste ici. Le problème peut-être avec Douglas Luiz, c'est qu'il peut pas jouer une ligne plus haut. Et coté à 70 millions, 18 sélections avec le Brésil. Il peut pas vraiment jouer une ligne plus haut et il y a beaucoup de concurrence sur ce tandem du milieu de terrain comme on l'a montré. Si on regarde, Douglas Luiz, les matchs où il a joué pour l'instant sur sa carrière professionnelle, milieu central 146 matchs, milieu défensif 115 matchs, milieu offensif numéro 10 entre guillemets 6 matchs seulement. C'est pas sa position et c'est dommage parce que peut-être que la Juve aurait besoin d'un petit peu plus de renfort, une ligne plus haut, ou pour l'instant ils ont donc Teun Koopmeiners qui va arriver donc pour une soixantaine de millions, énorme acquisition. Mais voilà, regardez à quel point ils ont renforcé leur milieu. Douglas Luiz, Khéphren Thuram, Fagioli, c'est presque une recrue cette saison du coup, Koopmeiners, Locatelli, c'est presque une recrue parce que son rôle va changer totalement sous Motta. Là, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer. Là, c'est vraiment en train de changer de dimension et c'est pas anodin pour une équipe Thiago Motta, c'est sûr. Donc ça, c'est le milieu pour l'instant. Koopmeiners, je dirais une ligne plus haut là. Ensuite, secteur offensif. Pour moi, l'idée là, c'est des ailes de feu et même un trio de feu pour nourrir Vlahovic. Parce que Vlahovic, je pense, très sous-coté. On va en parler. D'abord, je commencerai par Kenan Yildiz. Tous les numéros que j'ai mis d'ailleurs depuis le début, c'est leur âge. Si c'était pas clair, Kenan Yildiz, voilà, 19 ans. 19 ans seulement. Limite, l'acquisition de Koopmeiners, je me demande si ça te fait pas passer dans un 4-1-4-1 où tu te dis juste il va y avoir suffisamment de temps de jeu, ou alors Yildiz tu le fais jouer autre côté. Mais pour l'instant, Yildiz, il a joué les 2 matchs. Il a été à chaque fois très très fort. Je l'ai trouvé exceptionnel. Et dans la foulée de son Euro, qui était déjà intéressant, mais là vraiment, je trouve qu'il a vraiment détonné. Il a eu 19 ans il n'y a pas longtemps, début mai. Déjà 2 passes décisives sur ce début de saison en Serie A. Et ouais, je pense qu'il peut vraiment jouer de partout. J'ai vu... Fagioli, c'est ça. Je l'ai vu contre Com, par exemple, des actions où ça part de la gauche. Il a des incursions extrêmement tranchantes à l'intérieur. Va s'appuyer sur Vlahovic, ça aurait pu faire occasion de but. Mais je l'ai vu parfois aussi dans l'axe, comme ça. Vraiment en tant que 10, milieu offensif central. Et avoir des prises de balles comme ça, où le défenseur de Com mord à l'hameçon. Il va récupérer, il va gagner une faute à 25 mètres. Vraiment, ils disent, je le trouve en feu. Quasiment tout ce qu'il fait, ça passe. Sur ces 2 premiers matchs, c'est vraiment celui qui m'a le plus choqué. Et lui, je pense, à chaque fois, il a joué les 90 minutes. Il n'a jamais été sorti par Motta.
pour moi, il est amené à avoir un rôle absolument majeur. Et Allegri le sous-utilisait, notamment fin de saison dernière. Là, je pense, n'est pas dans les bonnes positions, etc. Là, ils disent, franchement, c'est très très costaud. Donc hyper intéressant. Et ça a fait une Juve qui est forte dans l'axe sous Vlahovic. Pour l'instant, je le mettrais limite là, en attendant Coupe Miners. Peut-être tu peux dire même Coupe Miners une ligne plus bas, mais je préfère là, clairement. Mais pour l'instant, limite, je garderai Yildiz central dans le 4-2-3-1. Après, tu peux aussi te dire que tu le mets à gauche. Les ailes sont fortes. Nico Gonzalez et Francisco Conceição donc arrivent. Nico Gonzalez à la Fio la saison passée. Ici, c'était 16 buts et 5 passes décisives, toutes compétitions confondues. Donc c'est un international argentin qui a 39 ans. Il a joué 5 des 6 matchs de Copa América de l'Argentine. 35 millions d'euros, évalué à 35 millions. Grosse acquisition pour la Juve qui va le payer à la fin entre le montant du transfert et le montant du prêt, à peu près une quarantaine de millions. Genre 36, 37, un truc comme ça. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc Francisco Conceição, un des meilleurs dribbleurs d'Europe. Ça c'est à 21 ans. Quelle prise aussi. La Juve a vraiment accéléré et misé sur ses ailes. Avec, je trouve, deux très très gros coups. Petit par la taille, mais grand par le talent. Le meilleur dribbleur d'Europe derrière Jérémy Doku saison passée, comme on avait parlé dans l'épisode de retour. Il est très très costaud. Et donc quant à Nico Gonzalez, Francisco Conceição, Kenan Yildiz, et en plus qu'on a découvert là sur les 2 premiers matchs, pas Jadon Sancho, mais Samuel Mbangula, alors lui, il est même pas encore dans l'effectif Transfermarkt. Il faut aller chercher. Regardez là sur les ailiers, il y est pas. Il y a Timothy Weah, mais lui il y est pas. Il faut aller chercher du côté de la Juve Next Gen, où il est ici, tout en bas, Samuel Mbangula, évalué, ça c'est pour une draft, si on fait une draft des pauvres avec Stan, je le prends direct, évalué à 250 000 sur Transfermarkt, 20 ans, le jeune ailier gauche belge. Cette saison en Serie A, déjà 1 but, 2 passes décisives. Transfermarkt compte le penalty qu'il a gagné l'autre jour comme une passe décisive. Mais ouais, ça c'était le premier but de la saison pour la Juve contre Côme. Incursion depuis l'aile gauche, intérieur, pied droit, frappe parfaitement roulée, 1-0. Ok, le voilà, Samuel Mbangula. Et contre Vérone l'autre jour, non seulement il donne une passe D, justement en plus, pour qui est-ce qu'il donne la passe D? Pour son copain de la Juve Next Gen, qui est juste ici. Non, qui est juste là. Pour son copain Nicolo Savona. Donc ça c'était beau. La passe Mbangula Savona, 20 ans pour 21 ans. Les 2 petits gamins. Et en plus il provoque le penalty en fin de match pour permettre à Vlahovic de marquer son doublé. Donc il est en feu. Et ça c'est vraiment un gars, je connaissais absolument pas son existence avant, il y a une semaine quoi. Avant le lundi précédent. Donc Samuel Mbangula, un peu remember the name, c'est une possibilité supplémentaire pour la Juve sur l'aile. On ajoute à ça donc Timothy Weah, peut-être Jadon Sancho. Limite, je me demande est-ce que c'est vraiment nécessaire. Mais ouais, je dirais pour l'instant t'as ça quoi, du côté de la Juve sur les ailes. Mbangula, Yildiz, Nico Gonzalez, Conceição, Weah et donc Coupe Miners peut-être en tant que 10. C'est très très costaud pour soutenir Dusan Vlahovic, que je trouve vraiment sous-coté. Je pense la qualité qu'ils ont avec Vlahovic en pointe, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui l'ont. La qualité qu'il a dans le domaine aérien, il a déjà marqué donc un doublé là, hier contre Vérone, mais premier match, il aurait pu en avoir 3. Il a un but qui est refusé de genre quelques centimètres, il tape 2 fois le montant. Il pourrait déjà être à 5 buts en Serie A sans problème. Et franchement, qu'est-ce qu'il est chaud. Son jeu de tête, donc 1m91, ça se voit. Ça permet à la Juve d'avoir une approche assez variée d'ailleurs je trouve. Sur 6 mètres, il y a des moments où Mota demande à Di Gregorio d'allonger. Tu dirais Mota Ball, vraiment ça allonge comme ça. Ouais, pas de souci. Hop, ça va chercher direct les déviations de Vlahovic. Et il est extrêmement pertinent dans ce registre. Ça joue aussi des 6 mètres courts. C'est ça qui est stylé je trouve avec Vlahovic. C'est qu'ils ont la possibilité de faire les deux. Ça c'est les 6 mètres classiques Mota. Donc tu sais que ça va ressortir avec du jeu triangulaire. Ça va bien le faire en une touche. Il y a vraiment de très très belles séquences. Pour aller chercher l'opposé, là ils gagnent une faute et en 5 passes en une touche, ils sont sortis de leur moitié terrain. Mais comme on a dit, voilà, ils ont aussi cette possibilité
d'aller chercher du jeu long sur Vlahovic. Donc la polyvalence tactique qu'il leur offre, le fait d'avoir ces ailiers qui peuvent abonder de centre dans la surface, et Vlahovic de la tête, c'est un vrai tueur. Il y a un but qui lui est refusé donc contre Com, sa tête elle est incroyable, et c'est pour un hors-jeu de quelques centimètres beaucoup plus tôt dans l'action, c'était un peu dommage. Mais voilà, ce qu'ils ont là, sans même un Jadon Sancho si jamais il devait arriver, je trouve que c'est très fort sur le domaine offensif. Filip Kostic, je pense, devrait partir, peut-être à la Fio, genre faire la trajectoire inverse par rapport à Nico Gonzalez. Comme on a dit, Chiesa va sans doute bouger aussi, ça c'est simplement contractuel, parce qu'en gros, fin de contrat 2025 pour lui. La Juve veut pas le voir partir libre, en même temps on veut pas le prolonger parce qu'il coûte déjà cher. Donc apparemment, on parle un petit peu de Liverpool pour une quinzaine, ça se finit mal pour Chiesa, c'est un peu triste, mais c'est vrai que maintenant sur les ailes, ils ont beaucoup de monde. Donc ouais, ils sont costauds. Là où ils sont en manque, je trouve, c'est une doublure pour Vlahovic. C'est pour ça qu'on entend parler un petit peu d'Arnaud Kalimuendo. Parce que Arek Milik, à 30 ans, je pense, c'est toutes ses blessures. C'est pas vraiment possible. Sinon, il y a l'autre jour un autre gars de la Juve Next Gen, Lorenzo Angele, qui est entré, qui a vécu ses premières minutes, là. 5 minutes, il a touché 6 ballons. Donc voilà, 19 ans, je pense pas qu'il a vocation à devenir vraiment la doublure de Vlahovic. Peut-être Yildiz peut occuper cette position de temps en temps, mais il est tellement pertinent dans un rôle de 10, de joueur créatif comme ça, que je le préfère une ligne plus bas. Donc peut-être il faudrait un gars supplémentaire sous Vlahovic, s'il se blesse pas. Il peut faire une saison à 20 buts. Mais voilà, il y a beaucoup de matchs qui arrivent. Il va falloir plus. Je crois la saison dernière, il a fait 16 buts, un truc comme ça, marqué 16 buts en Serie A. Ouais, il faut peut-être une doublure pour lui mettre un petit peu moins de pression. Est-ce qu'elle pourrait venir donc de la next-gen avec Angele? Est-ce que d'autres gamins pourraient percer dans cette... Donc voyez là, Lorenzo Angele, 19 ans. Qui est-ce qu'on a d'autre? Un petit Christos Papadopoulos, milieu offensif, de 19 ans, grec. On entend parler un petit peu. Livano Comenencia, Joseph Nonge, 19 ans, belge-congolais. Ouais, il y a plein de petits gamins intéressants. Et certains qui ont commencé, je crois, Nonge, il a joué genre 2 matchs sous Allegri, 2 petites entrées saison dernière. Allegri qui, mine de rien, a lancé des jeunes. Ça, on peut pas lui enlever. Donc ouais, il y a vraiment des possibilités là aussi. Et la Juve a une belle jeunesse qui pousse derrière. Donc ouais, très intéressant. Et l'autre jour, Savona buteur sur un centre de Mbangula. C'était une belle histoire à la hauteur de leur jeunesse magnifique. Quel doit être l'objectif de cette Juve qui a tant de talent, qui est en train de changer d'identité? Ils sont passés non seulement d'une équipe beaucoup plus âgée à une équipe qui était à genre 48,5% de possession l'année dernière et qui est déjà là à 58,5%. Ils ont déjà gagné 10 points par rapport à ça. On est sur une équipe qui a énormément renforcé son secteur offensif, qui a fait de très grosses acquisitions. Et ouais, on est sur une équipe qui va peut-être redonner une nouvelle vie à un joueur comme Manuel Locatelli. Et on va retrouver le vrai Locatelli. Quel doit être leur objectif? Bah franchement, champion, ça doit être l'objectif. En Serie A, t'es la Juve. Maintenant, ça commence à mieux tourner. C'est qu'une première saison. Disons que c'est pas nécessaire d'être champion pour dire que le projet va dans la bonne direction. Mais pourquoi pas? En plus, les autres ont eu pas le meilleur démarrage possible, etc. C'est une équipe qui est bien jeune, comme on l'a montré. Mais ouais, je pense que ça doit être l'objectif. Viser la lune pour atterrir dans les étoiles, quoi. Même si normalement c'est l'inverse. Les étoiles sont plus loin que la lune. Mais en tout cas, cette idée de viser haut pour la Juve, je la trouve pertinente. Retrouver un style séduisant, clairement. Très important, après des années compliquées. Et ça en prend déjà la bonne direction. Et puis bien performer en Ligue des Champions. Pour un club qui doit être fort en Europe. Il va y avoir de très gros matchs en plus. Comme ils ne sont pas hyper haut classés sur le coefficient. Ouais, la Juve, ça va être intéressant de voir contre qui ils seront tirés jeudi soir. Mais tout ça va prendre du temps. Passer de Allegri à Motta, c'est tellement différent. Pour moi, ce que ça demande, c'est une mise à jour complète des logiciels tactiques, mais aussi renforcer petit à petit l'effectif. Ça va demander du travail aussi conjoint de Cristiano Giuntoli, comme ce qu'il est en train de faire en ce moment. Ça demande
d'équiper Mota, d'équiper cette Juve. Ça me fait un peu penser à la situation d'Arteta quand elle arrive à Arsenal. Il faut lui donner le temps, il faut lui donner la patience, parce que là, tu as vraiment une graine de coach très prometteur. Tu retrouves des moyens économiques, tu assainis la masse salariale, comme on a dit, qui est passée en 2020, c'était 260 millions. 2024, c'est plus que 125 millions. Ça va sans doute encore baisser cette saison, peut-être autour des 100 millions, un truc comme ça. Ouais, c'est très très différent. Il faut du soutien financier. Il faut que chaque mercato permette de passer une étape et bâtir la prochaine étape de la fusée. Et il faut tester, voir si tu as vraiment des talents à chaque ligne. Qu'est-ce que ça vaut vraiment un Juan Cabal? Est-ce que Gatti, c'est suffisant en tant que partenaire de Bremer? Est-ce qu'un Savona peut exploser? Est-ce qu'un Cambiasso peut confirmer? Comme on a dit, Fagioli, Locatelli retrouver son niveau. Est-ce que Yildiz peut devenir un des cracks absolus du foot mondial? Franchement, oui. Pour moi. En tout cas, sur ce qu'il montre, c'est vraiment fort. Mais voilà, ce temps, cette patience, si Mota, 42 ans demain, a vraiment la maturité et la précocité qu'on lui prête, bah, je crois que la Juve est vraiment en train de tourner une page. Pour se remettre en tout cas à batailler pour le titre. Ça doit être l'objectif. Batailler pour le titre, en être proche. Et ça commence, ou ça continue, avec la réception de la Roma, dimanche soir. C'est le gros match italien, avant la trêve internationale. Dimanche 20h45, Juve-Roma. Et je pense qu'on sera devant. Donc voilà. Franchement, très très excitant ce qui est en train de se passer du côté de Turin. Comme j'ai dit, j'ai pas tous les éléments, j'ai sans doute fait plein d'erreurs, mais avec mes petits moyens, j'ai essayé de vous faire un tableau le plus exhaustif complet pour montrer que cette Juve, il faut garder un œil dessus. Et quand je dis champion, ça veut pas dire qu'ils vont l'être. S'ils le sont première année, après avoir sorti de 4 saisons consécutives sans titre de champion, en tout cas de Serie A, sans Scudetto, le faire là, première année de Mota, ce serait énorme, ce serait un énorme accomplissement. Mais quelque chose me dit que ouais, ils peuvent en être pas très loin en tout cas. Et c'est tout ce qu'on leur souhaite. Qu'est-ce que vous en avez pensé les potes? Quelle autre équipe est-ce qu'on doit faire? Voilà, j'espère que ça vous a plu. Prenez soin de vous et on se dit à très vite. Bisous.